petites minutes, le temps que tout le monde arrive, même si l'amphithéâtre est déjà bien plein. Merci à tous. Il reste quelques places en haut. On va attendre un peu moins, je pense. Ouais, je pense que vos exposés respectifs feront 20 minutes. Et puis, moi, je vais prendre 30 minutes à peu près pour poser le sujet. Et puis, après, on mettra 10 minutes de questions-réponses. De toute façon, les gens pourront venir vous voir. Moi, je vais rester un petit peu aussi au stand du particulier si vous voulez poser des questions. Je pense que tout le monde aura faim. Hein, tout le monde va être déshydraté et affamé. D'abord les féliciter d'être là à l'heure de repas. Absolument. On va leur promettre d'être à l'heure. Pour ceux qui arrivent et qui ont un peu de mal à trouver de la place, il reste des places à l'étage, si vous le souhaitez. Bien, il est midi. Bonjour à tous. Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir dans cet amphithéâtre de la Maison de la Chimie pour parler de transmission de patrimoine. Préparer la transmission de son patrimoine, c'est un acte de générosité. C'est protéger ses proches, c'est s'assurer que tout ira pour le mieux, c'est transmettre ses valeurs, c'est expliquer éventuellement ses choix. C'est enfin le meilleur moyen de préserver, je pense, la concorde familiale. Il y a beaucoup d'outils juridiques, énormément de paramètres fiscaux, juridiques. Ça, vous êtes des lecteurs du particulier, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre. Préparer la transmission de son patrimoine, c'est adapter son régime matrimonial, c'est se consentir une donation au dernier vivant, c'est rédiger, actualiser son testament, sa clause bénéficiaire de contrat, d'assurance vie. C'est aussi aider ses proches en consentant des dons informels, les fameux dons manuels, ou alors très formels devant son notaire, en faisant des donations notariées, en faisant des donations partage, en y associant ses enfants, ou pourquoi pas en faisant des donations partage transgénérationnelles et en y associant également ses petits-enfants. Nous avons donc auprès de nous le Secours catholique pour évoquer toutes ces questions, avec Aurélie Rose et Nora Binet. Et nous avons également Éric Guillaume, fondateur, président du Virage Viager, le Viager mutualisé. Et moi, je suis chef de service patrimoine au particulier. Donc, nous allons revenir sur l'idée du don et de la transmission anticipée pour aider ses proches, notamment. Un couple peut donner tous les 15 ans, sans aucun droit à payer, jusqu'à 200 000 € à chacun de ses enfants, 63 730 € à chacun de ses petits-enfants, et 63 730 € de plus si vous donnez de l'argent, si vous avez moins de 80 ans et si l'enfant ou le petit-enfant à qui vous donnez est majeur.
Je vous laisse regarder tous les abattements avec lesquels vous êtes sans doute déjà un peu familiers. Je souligne juste 2 points qui me semblent importants. D'abord, pour les petits-enfants, l'abattement ne s'applique qu'en cas de don. Donc si vous leur léguez quelque chose, ils n'auront pas droit à cet abattement. C'est pour ça que c'est aussi important et intéressant de faire des dons de son vivant à ses petits-enfants. Pour le conjoint et le partenaire de Pacs, il est totalement exonéré de droits de succession, en tout cas pour le moment. Il est également totalement exonéré de fiscalité en cas d'assurance vie, quand il reçoit des capitaux d'assurance vie. Autant pour privilégier le conjoint survivant, utiliser l'aménagement du régime matrimonial et puis la donation au dernier vivant, c'est vraiment les 2 outils dédiés les plus efficaces. Donner de son vivant, en plus de l'acte de générosité que ça constitue, c'est aussi un bon moyen évidemment de mettre à profit tous ces abattements. Mais aller un petit peu au-delà, pourquoi pas, en profitant des tranches basses du barème. Je vous ai, sur la slide, remis tous les taux des droits de succession et des droits de donation en ligne directe, donc entre enfants et entre parents et enfants, et puis petits-enfants éventuellement, entre frères et sœurs. Très vite, là, on atteint des taux évidemment importants, très élevés. Entre parents jusqu'au 4e degré, donc ça, c'est neveu et nièce. Neveu et nièce, 55% de droits. Et entre étrangers, donc concubins, et là, on est à 60% de droits. Donc pour ces personnes-là, évidemment, l'assurance vie, c'est ce qui est le plus efficace avec un taux de 20%. C'est vraiment l'outil privilégié de transmission quand on veut transmettre à quelqu'un d'autre qu'à ses enfants et à son conjoint. Et puis, n'oubliez pas pour les enfants de profiter des... Pardon ? Ah, je vais essayer de parler plus clairement et d'éloigner le micro peut-être. Est-ce que ça va mieux ? Je le rapproche. Vous ne m'entendez pas depuis tout à l'heure, c'est affreux, je suis désolée. Vous avez les slides. Oui, juste pensez également quand vous voulez faire une donation à des enfants ou à des enfants, à ne pas forcément limiter le don aux abattements si vous en avez la possibilité. C'est aussi intéressant d'aller faire des dons avec des taux d'imposition de 5, 10, pourquoi pas 20%. Il faut penser aux tranches basses du barème. Il faut surtout rester raisonnable, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de se démunir trop tôt. Juste 2 chiffres, hein. À 65 ans, selon l'INSEE, l'espérance de vie d'un homme aujourd'hui, donc qui a 65 ans, c'est de 19 ans, et de 23 ans pour une femme. Donc, évidemment, avec l'allongement de la durée de vie, il faut garder assez de revenus, assez de patrimoine pour assurer son autonomie financière, rester chez soi aussi longtemps que possible, hein, si on le souhaite. En un mot, il faut avoir les moyens de rester maître de ses choix. Donc de choix, il en sera question avec Aurélie Rose et Nora Billet. Nous reviendrons tout à l'heure sur la liberté de chacun de disposer de son patrimoine et d'en transmettre une partie à la cause, par exemple, de son choix. Et autour de cette table, également Éric Guillaume, président fondateur de Virage Viager, qui va nous présenter le viager mutualisé. C'est une solution patrimoniale originale pour se donner les moyens de ses choix de vie, on va dire ça comme ça. Le viager mutualisé a été conçu pour répondre aux besoins de seniors qui disposent d'un patrimoine immobilier qui a pris de la valeur, ce qui est le cas à Paris par exemple, qui veulent continuer à vivre chez eux, mais qui ont besoin de liquidité pour faire face à leurs dépenses, pour maintenir leur train de vie, pour pourquoi pas aider leurs proches. Spécificité du viager mutualisé, le bien est vendu à des acheteurs institutionnels qui versent immédiatement un capital, ce qui écarte tout risque d'impayé. Éric Guillaume, en quoi consiste précisément le viager mutualisé ? Merci et bonjour à tout le monde. Je pense qu'avec ma voix, vous n'aurez certainement pas de problème à m'entendre. Faites-moi peut-être signe au contraire de baisser un petit peu. Effectivement, on va parler du patrimoine et surtout du patrimoine immobilier. Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui qui est riche, qui est pauvre, les actifs, les retraités, etc. Je crois que tout le monde a ce débat tous les jours. Je voudrais seulement resituer un élément. Nous sommes, quand on est retraité aujourd'hui, propriétaires à 75% des retraités de plus de 60 ans sont propriétaires, versus 58% des actifs. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les retraités sont riches. Ça veut dire que les retraités sont propriétaires, mais pour beaucoup, n'ont pas de trésorerie. Donc il faut décorréler complètement la notion de patrimoine immobilier
de la notion de trésorerie, et on entend malheureusement très souvent une confusion. J'ajouterai un deuxième élément. 94% des retraités passés 70 ans ne veulent pas bouger de chez eux, ils veulent rester dans leur domicile. Alors comment assurer une transmission avec ces éléments et ces contraintes ? Si vous voulez qu'on parle de Jeanne Calment, on va quitter la salle parce que je ne vais pas vous en parler du tout. Le viager traditionnel de gré à gré entre deux particuliers, tel qu'il a existé dans le Code civil, c'est un vieux principe napoléonien du Code civil. Je dis tout le temps, il y a l'aléa du jeu. D'ailleurs, dans le Code civil, c'est classé dans les catégories du jeu. Et je dis toujours, il y a un aléa, certain. Il y en a toujours un qui gagne, mais on ne sait jamais qui. Alors le viager historique de gré à gré entre deux particuliers, on va éviter le sujet aujourd'hui, le fameux truc en bouquet-rente, je pense que tout le monde le connaît. Notre intervention va se baser sur totalement autre chose. Le viager mutualisé a deux principes majeurs. Le premier, c'est de remplacer l'acheteur individuel qu'on avait dans le viager historique. Une personne plus jeune achète à une personne plus âgée son bien et le paie en bouquet plus rente. Eh bien, on a remplacé l'acheteur individuel par une institution, c'est-à-dire une personne morale, parfois constituée sous forme de SCI, etc., mais peu importe, là encore, c'est-à-dire ce sont des assureurs, des mutuelles, des caisses de prévoyance, des caisses de retraite, qui gèrent leurs actifs, c'est-à-dire qui achètent de l'immobilier résidentiel, le vôtre. Ça devient donc un propriétaire, nu propriétaire, je viens de prononcer le mot, nu propriétaire du bien immobilier, qui rentrent dans leur catégorie de biens immobiliers pour ces acheteurs institutionnels, et vous gardez en tant que retraité, le retraité garde la jouissance du bien à vie, comme dans un viager. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est viager ? C'est pour ça que j'ai appelé le modèle virage viager, c'est un anagramme de viager. C'est qu'est-ce qui est viager ? C'est l'usage qui reste viager, mais en revanche, il s'agit plutôt d'un démembrement, c'est une vente au comptant avec réserve de droit d'usage, plus qu'un viager traditionnel. Qu'est-ce qui fait la différence entre justement l'usufruit et un droit d'usage ? Alors, juridiquement, entre l'usufruit et le droit d'usage, c'est que l'usufruit est cessible. Ça veut dire que vous pouvez céder votre usufruit à quelqu'un. Alors, dans un modèle, effectivement, où il est prévu que vous viviez jusqu'à la fin de votre vie sereinement dans votre domicile, on ne peut pas confier un usufruit à quelqu'un parce que s'il le louait à quelqu'un de beaucoup plus jeune, le modèle ne marche plus en tant que tel. C'est pour ça que beaucoup de fonds d'investissement, parce qu'il s'agit de ça, c'est de la gestion d'actifs de compagnie d'assurance ou de mutuelle ou de caisse de retraite, préfèrent cette notion d'usage. Donc vous avez un usage à vie de votre bien, vous restez sereinement chez vous, comme dans un viager, je pourrais dire historique, vous ne payez pas la taxe foncière, vous avez un certain nombre de choses, mais vous avez donc effectivement l'usus, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le louer, c'est la différence avec l'usufruit. Et l'institutionnel acquiert la nue propriété. Comment c'est évalué justement ? Donc, comment le bien est évalué au départ ? Et par ailleurs, comment justement ce droit d'usage est évalué ? A priori, sans doute en fonction de l'espérance de vie de la personne qui vend. Je dis souvent, là encore plus souvent, on va essayer de le faire avec beaucoup d'amour, cette évaluation. Pourquoi ? Parce que, n'oublions pas, la transmission de votre bien individuel immobilier, c'est certainement un des derniers éléments de vie extrêmement importants que vous aurez à faire. J'ai travaillé pendant 25 ans dans les caisses de retraite et de prévoyance au sens de l'action sociale, y compris de l'action sociale Arco-Agirc. Je sais combien il est important et combien les éléments affectifs, émotionnels sont très importants quand on parle de son patrimoine. Pour autant, parler du décès ne fait pas mourir, et pour autant, il faut effectivement aborder ce genre de choses quand il est encore temps de l'aborder. Je crois même que quand on va en viager, on vit un petit peu plus longtemps. Non ? Alors, on va le voir peut-être tout à l'heure, oui, notamment sur les espérances de vie des couples. Alors, pour répondre juste effectivement à votre question, comment c'est évalué ? La première évaluation consiste à calculer la valeur de votre bien immobilier, votre appartement, votre maison, comme si vous deviez partir. On l'évalue, ce qu'on appelle en valeur libre. Qui l'évalue ? Un tiers, systématiquement. J'oserais dire pas vous, ben bien évidemment, parce que vous avez, vous, le plus beau bien du monde, et j'ai tendance à vous croire. Mais l'institutionnel qui va vous l'acheter, lui, il va vouloir peut-être, comme tout le monde,
l'acheter un petit peu moins cher. Donc on va faire évaluer le bien à un tiers extérieur, y compris le rendement locatif du bien. Donc comment c'est calculé et évalué? On évalue le bien immobilier tel qu'il est libre et on va retenir de cette valeur de bien ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation. Le droit d'usage, c'est votre jouissance à vie du bien. Alors effectivement, cette jouissance à vie, vous avez parlé tout à l'heure de l'espérance de vie, elle dépend de l'espérance de vie que vous avez. Alors l'espérance de vie, on a tous envie de vivre le plus longtemps possible. L'espérance de vie, c'est toujours faux au niveau statistique. C'est vrai au niveau individuel, c'est toujours faux. On ne connaît pas notre date de décès. Autrement, d'ailleurs, on aurait moins de problèmes pour gérer notre succession. Donc, de fait, l'espérance de vie a pris à titre individuel, elle est très difficile. En revanche, à titre statistique, sur l'ensemble de la population française, on a ce qu'on appelle les tables de vie, d'espérance de vie, qui nous donnent des espérances de vie selon les âges. C'est ces espérances de vie qui sont retenues pour calculer votre jouissance de bien, c'est-à-dire le droit de jouissance que vous aurez pendant X années dans votre bien, et on va enlever de la valeur effectivement expertisée du bien, j'espère que je suis clair, la valeur de jouissance que vous aurez. En fait, on capitalise le montant des loyers qu'on verserait pour rester chez soi. Voilà, c'est une sorte de précompte de loyer sur l'espérance de vie. Alors, fausse à titre individuel, mais vrai à titre collectif. C'est pour ça que ce sont des investissements au nombre. Un institutionnel n'achète pas que le bien de Madame Durand, mais achète X biens dans X endroits pour mutualiser, lui, de son côté, investisseur, le risque de longévité et le risque géographique. Vous avez un premier exemple sur le slide qui concerne une personne seule. Donc, c'est une personne de 80 ans qui est propriétaire d'un appartement à Paris de 80 mètres carrés pour un montant de 720 000 euros. Donc l'estimation valeur de marché 720 000 euros et l'espérance de vie c'est 11, presque 12 ans. Ouais, et donc ça représente une valeur d'usage de 211 000 euros. Donc au final, Jean, cet heureux propriétaire de 80 ans, aura un capital de 509 000 euros. Alors voilà, deux éléments importants à regarder sur ce slide. On voit que M. Jean, qui a un appartement de 80 ans, a une espérance de vie qui est estimée à 11,9. Vous voyez, le 11,9, c'est déjà quelque chose dont on n'est pas habitué fiscalement. Quand on fait un démembrement de propriété, nue propriété usufruit en cas de décès, c'est des tranches de 10 ans. Mais dans la réalité, notre espérance de vie, elle change tous les jours. Et un monsieur m'a rencontré un jour, il me dit « mais j'ai 87 ans, je devrais être mort parce que la table de mortalité me donne 84 ans ». Je dis « oui, mais si je vous touche, vous n'êtes pas mort. Et demain, vous aurez peut-être une espérance de vie un petit peu plus courte, mais vous en avez encore ». Donc notre rôle est de calculer l'espérance de vie à chaque jour. Donc sur le cas pris là, au 30 juin de l'année, monsieur Jean, qui a 80 ans, a 11,9 espérance de vie. Quand on voit qu'on a une expertise de bien à 720 000, si on calcule sa valorisation de loyer sur 11,9 ans actualisé, on le diminue parce que le taux de l'argent, en tant ce qu'il est, on le diminue, il a une valeur de nue propriété de 509 000. Et c'est là où on intervient au deuxième élément du démembrement et du viager mutualisé, c'est que vous voyez nulle part apparaître la notion de bouquet plus rente, parce qu'il n'y a pas de rente. Monsieur Jean perçoit immédiatement les 509 000 en capital immédiat chez son notaire le jour de l'acte notarié. On n'est plus dans un modèle morbide de l'espérance du décès vue du côté de l'acheteur. L'acheteur institutionnel, mais parce qu'il en a les moyens, certes, paye immédiatement les 509 000 euros chez le notaire le jour de l'acte notarié. Et si on préfère avoir une rente? Alors, si on préfère avoir une rente, nous considérons chez Virage Viager que la gestion de la rente viagère, c'est un métier d'assureur. Pourquoi? Parce que c'est la loi des grands nombres qui fait l'équilibre de la gestion de la rente. Et ce n'est pas un fonds, même s'il fait 100 millions d'euros, de gérer des propres rentes. Pour nous, et deuxième élément, ça laisse une totale autonomie, et on va arriver sur cette notion de transmission. Totale autonomie à M. Jean, c'est 509 000. Eh bien, on va revenir, madame, ce que vous disiez tout à l'heure. Il a envie de transmettre 100 000 euros par enfant, ou il a envie de transmettre 31 000 euros par petit-enfant. Il a envie d'aider à payer les études. Il a du cash, et avec ce cash qui est versé chez le notaire, il rentre par anticipation, il a envie de faire un don,
il est dans une logique de don, il est dans une logique, il fait ce qu'il veut. Alors pour certains, et je le vois fréquemment, quand on atteint à Paris des valeurs, il nous arrive fréquemment avec mes équipes qui sont là à verser au travers d'un fonds d'investissement institutionnel plus d'1 million d'euros à un retraité qui a plus de 80 ans sur une valeur de bien qui était au-dessus du million d'euros, bien évidemment. Bien, il va faire des donations à ses enfants, il va faire effectivement, et puis il va s'en garder une partie, parce qu'il prévoit encore de vivre sereinement. Mais il va en garder une partie que lui-même peut ou mettre dans son contrat d'assurance vie. Ça permet de diversifier au passage son patrimoine. Ou souscrire un contrat d'assurance et de rente viagère auprès de son partenaire. Je reviens en arrière, juste une seconde. Jean, il a 80 ans, il est veuf ou célibataire. Qu'est-ce qui se passe si on est encore en couple? Alors, il se passe... vous venez de dire qu'il est veuf, je voudrais m'arrêter un instant s'il est veuf avant de passer sur la notion de oui. couple, parce que s'il est veuf ou si Janine, on va dire, est veuve, ça veut dire qu'elle a peut-être déjà transmis la nue propriété à ses enfants et elle a gardé seulement l'usufruit. Au-delà des questions de fiscalité de l'IFI, quand elle a gardé l'usufruit, est-ce que le modèle est encore possible? Oui. Mais donc là, pardon, on a deux situations, c'est-à-dire j'ai hérité et j'ai opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de mon conjoint, conjoint survivant. De mon conjoint décédé, oui. Et donc mes enfants ont hérité de la nue propriété, j'ai l'usufruit. Et l'autre possibilité, c'est un couple qui aurait transmis déjà la nue propriété à ses enfants d'un bien, et qui s'en est gardé l'usufruit pour continuer à l'occuper. Et à ce moment-là, on peut estimer que certains de vos enfants préféreraient avoir du capital qu'un usufruit. Combien d'enfants, et je ne parle pas des couples recomposés, se trouvent avec un bien immobilier à gérer quelquefois en indivision, quelquefois à gérer tous ensemble, dont ils ont des charges et dont ils ont... Alors vous les payez pour eux, les charges, on le sait bien, mais dont ils ont des charges de nus propriétaires et dont ils n'ont pas de capital. Ce serait peut-être plus intéressant de transformer justement cet immobilier. Et c'est ça l'enjeu du viager mutualisé. C'est de solvabiliser les seniors au travers la fluidité du patrimoine. Fluidifier le patrimoine, c'est le transformer en espèces, le transformer en cash, plutôt que le garder en pierre. Mais vous en gardez, je le rappelle bien évidemment, la jouissance. Donc, même s'il y a eu une transmission de fait, un démembrement par décès ou volontaire, il est toujours possible à ce moment-là de reconstituer ça pour démembrer et vendre un fonds d'investissement ou un institutionnel ou à votre mutuelle, un regroupement de mutuelles. Nous travaillons aujourd'hui avec beaucoup d'institutionnels comme l'Éducation nationale qui a un fonds, l'UMR Corem, ou comme par exemple Préfonds, ou comme par exemple Cara, qui regardent ce type d'investissement en tant qu'investisseurs. Ils se positionnent eux en tant qu'investisseurs. On revient à notre couple. Imaginons un couple qui a une grosse différence d'âge. Comment ça se passe? Alors, je ne jugerai pas en termes de morale, mais c'est la vie. Alors, la vie étant ce qu'elle est, on a... Ou l'inverse, Ou l'inverse, mais je n'ai rien dit d'ailleurs, remarquez. Alors, la vie étant ce qu'elle est, effectivement, on a des différences d'âge et puis on a aussi des situations de familles recomposées avec enfants. Donc tout ça rentre dans ce jugement et ce travail que nous avons à faire. Il faut étudier, dans le cas où il y a une très grande différence d'âge, on va supposer que, veuillez m'en excuser messieurs, que madame survit à monsieur. Les statistiques sont terribles pour ça. Bon, j'en suis confus, mais c'est comme ça. Eh bien, monsieur a tout à fait la possibilité de dire « je veux mettre à l'abri madame dans la jouissance du bien à terme », et donc on va faire un démembrement de propriété sur 2 têtes, mais on peut aussi le faire sur une tête, c'est-à-dire la jouissance que pour madame, ou on peut dire madame va plutôt aller habiter dans un autre appartement que nous avons à tel endroit et on va faire un démembrement pour avoir du capital et transmettre à nos enfants immédiatement aujourd'hui. Eh bien, on va faire un démembrement sur les 2 têtes. Toutes les modalités s'étudient à ce moment-là, mais les résultats ne sont pas du tout les mêmes, bien évidemment. En termes de capital. Pourquoi en termes de capital? On l'a vu, le capital obtenu dépendant de l'espérance de vie. L'espérance de vie d'un homme et d'une femme étant là différent, on le voit sur l'exemple là, on est effectivement sur un couple avec donc un monsieur de 85 ans, je me lis mal, c'est mes grands yeux d'âge. 85 ans et une dame de 78 ans. Même exemple, 720 000 € de biens. Et ben on voit que l'espérance de vie qui était de 12 ans là, elle est passée à 17,86
7 ans. Et donc, la nue propriété qui était de 509 000 euros passe à 368 000. Bah, évidemment, l'espérance de vie étant plus longue, la jouissance du bien retenu est plus forte, donc le capital net restant est plus faible. Et on voit que chaque modèle doit s'étudier selon l'espérance de vie de chacun et selon la valeur locative du bien. Si vous avez un bien boulevard Malesherbes à Paris, la valeur locative ne sera pas la même que si vous l'avez face au golfe de Biarritz, par exemple. Deux questions pratiques. La première, est-ce qu'il y a un âge avant lequel ce n'est pas une solution à laquelle il faut sérieusement penser, et un âge après lequel c'est financièrement plus du tout intéressant, et donc il vaut mieux ne pas aller vers cette solution-là. Et puis, évidemment aussi la question des biens. Est-ce qu'il y a des biens, quels sont les biens qu'on peut vendre en viager qui vous intéressent, et est-ce qu'on peut par exemple vendre une maison, parce qu'on n'a peut-être pas que des Parisiens heureux propriétaires d'Haussmannien dans cette salle. Alors, votre question, sur les biens, est-ce qu'on peut vendre, tous les biens oui. peuvent être accessibles? Bon. Il est évident quand même, je dois à la transparence de dire qu'un investisseur institutionnel va préférer gérer des appartements plutôt que des maisons totalement isolées. Vous avez peut-être la plus belle propriété, la plus belle maison en pierre à Plougastel-d'Aoulas, à Avesnes-sur-Helpe ou à 15 km de Limoges ou entre Guéret et Aubusson. Vous comprendrez bien que pour un investisseur institutionnel, c'est peut-être un petit peu difficile à gérer quand il faut qu'il aille vérifier si vous avez besoin de travaux sur la toiture, sur les fenêtres, sur un certain nombre de choses. Quand il gère un appartement haussmannien, je prends l'exemple exprès de l'autre côté haussmannien à Paris, pour lui, c'est quand même plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète pas de biens, que les fonds d'investissement ou les mutuelles, les caisses de retraite n'achètent pas de biens sur toute la France. Elles en achètent sur toute la France. Mais il y a des zones, on reste pour eux dans un investissement. Donc il y a des zones qui sont, en termes immobiliers, moins liquides que d'autres. C'est un investissement patrimonial. Voilà. Votre première question était, à mon grand âge, vous voyez, j'ai déjà oublié. La première question, c'était la tranche d'âge concernée par la solution. La tranche d'âge, juridiquement, il n'y a pas d'âge minimal et il n'y a pas d'âge maximum. Mais dans les faits, ce qu'on constate, c'est que la moyenne des gens qui, aujourd'hui, des retraités qui vont vers ce dispositif, ont à peu près 75 ans. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, quand vous franchissez la barrière, je dirais, où la valeur en capital qui vous est versée est inférieure à la moitié du capital si vous partiez, vous vous interrogez vraiment. Quoique, intellectuellement, on a dit tout à l'heure, ce qui importe à un retraité, c'est de rester chez lui et de ne pas partir. Et ce qui lui importe éventuellement, c'est d'avoir un capital qui transmet à ses enfants. Donc, il y a des biens qui valent très très cher à Paris. Je dis très cher, on va prendre un bien, nous en avons eu un avec nos collègues l'autre jour, avenue Gabriel, ou un bien Nufoche. Même si on part de 4 millions d'euros, il va rester une personne âgée plus de 2 millions d'euros cash, même si on a décoté 50% parce il est plutôt jeune, il va dire 52 millions cash, j'ai acheté cet appartement en 1952, quand je prends la revalorisation en reprenant en centimes, enfin en anciens francs et en aujourd'hui, il voit bien que le prix qu'il obtient, même en étant un prix multiple, enfin diminué, est quand même très multiple par rapport à sa valeur d'acquisition. Sur votre slide, vous le soulignez aussi, un point financier qui est les économies de charges en fait. Donc les économies de charges de copropriété. Ça semble plutôt un bon moyen pour réduire ses charges. Qui paye quoi en fait Alors, je dirais que ça dépend là encore des investisseurs. Chaque fonds d'investissement que nous créons, donc chaque type d'investisseur prend une position sur les charges. Alors, certains prennent une position usage ou usufruit, c'est possible. D'autres prennent des positions sur les charges. De manière générale, quand même, on constate que le retraité est une sorte de usager de chez lui. C'est-à-dire, il devient usager sereinement de son domicile, il en a perçu les fruits, il n'est plus nu propriétaire, donc il ne paye pas la taxe foncière, il ne paye pas les gros travaux au sens article 606. Après, il faut vraiment, selon les fonds, étudier... Toiture et mur, article 606. En gros, on refait la toiture, on refait le ravalement. Mais l'investisseur a intérêt, pourquoi ? Parce que c'est lui qui, à terme... Ça valorise. Quel est le terme ? Le jour où le retraité part en maison de retraite ou décède, l'investisseur va à ce moment-là récupérer
la totale propriété, nue propriété plus usage, Mhm. et va le revendre. Il aura fait une opération de capitalisation sur le long terme. Et quand je pars en maison de retraite, Alors, qu'est-ce qui se passe? 2 cas quand je pars en maison de retraite. On va prendre un cas simple, et vous venez nous voir si vous avez vraiment creusé ça, parce que vous voyez qu'on est quand même sur des sujets qui sont un petit peu pointus. On a estimé une espérance de vie, selon une table de mortalité, une table de vie, on a estimé 20 ans pour une personne. Je vais dire, si la personne part au bout de, elle profite de sa vie, puis elle est encore là en vie, tant mieux, chez elle, au bout de 24 ans. Eh ben, on aura moins des côtés, tant mieux pour elle, on aura moins des côtés de valeur de jouissance. C'est la loi statistique, c'est la loi des grands nombres. Il y a des gens qui vont partir avant, décéder, il y a des gens qui partiront après. Donc, si c'est après, tant mieux pour elle. Si en revanche, on avait estimé qu'elle pourrait jouir de sa maison pendant 20 ans et que, au bout de 12 ans, elle est contrainte d'aller en maison de retraite ou elle souhaite rejoindre un autre appartement, ou peu importe, elle n'a pas du tout à justifier le motif. Il se trouve qu'on aura des côtés, dans l'exemple que je viens de prendre, si elle part au bout de 12 ans, on aura des côtés, on aura diminué la valeur de son bien parce qu'on a enlevé une valeur de jouissance de 8 ans. Eh bien, on va lui reverser tout ou partie, c'est dans le contrat d'origine, de 8/20 qui avait été retenu. C'est-à-dire qu'elle a, au moment du départ, un capital complémentaire qu'elle a versé ou sous forme de capital, ou éventuellement d'ailleurs sous forme d'une sorte d'indemnité mensuelle. Dernière question peut-être, si on veut vendre autre chose que sa résidence principale, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est intéressant, par exemple, de vendre sa résidence secondaire pour continuer à l'occuper Alors je dirais faites-le. Oui, pourquoi? D'abord juridiquement, c'est tout à fait possible. Effectivement, vous vendez la nue propriété de votre bien. Alors n'oublions pas, là fiscalement, vous vendez du secondaire, donc vous rentrez dans la fiscalité des résidences secondaires de la cession. Ça me permet de dire que si vous vendez votre résidence principale, bah vous avez les 509 000 pardon, de M. Jean tout à l'heure, ils sont nets d'impôts. C'est du net d'impôt parce que vous faites une cession de résidence principale et vous l'obtenez tout de suite. Je précise d'ailleurs que dans l'ancien vieux viager de Jeanne Calment, la rente était imposable. Là, le capital ne l'est pas. Normal, il n'y a pas de rente. Alors, une résidence secondaire, est-ce que vous avez intérêt? Bah oui, mais vous rentrez dans la fiscalité. Donc, si c'est plus de 22 ans, les règles fiscales de la résidence secondaire. Vous avez intérêt, oui. Pourquoi? Parce que vous allez continuer à y aller. Vous allez continuer à permettre à vos enfants, petits-enfants d'y aller. Vous ne paierez plus la taxe foncière. Vous ne paierez plus une partie des charges. Et vous allez en plus permettre à vos enfants de bénéficier de votre résidence secondaire tout en leur donnant du capital avant votre décès. C'est quand même plus facile de gérer sa succession de son vivant que quand on est mort. Ce qui suppose quand même de voir avec ses enfants s'ils n'ont pas envie de garder la maison dans la famille pour que absolument. Leurs enfants Alors, l'image d'Épinal, je traduis ça aujourd'hui depuis quelques années dans ce métier comme une image d'Épinal. Nous voulions tous transmettre notre bien à nos enfants. Sauf que historiquement, c'était vrai parce qu'on se rappelle, dans le vieux droit français, on transmettait le bien, la ferme familiale était transmise aux plus âgés parce qu'on décédait à 60 ans et lui en avait 40. Aujourd'hui, la transmission moyenne a lieu quand on a 60 ans. Il y a longtemps que vos enfants, on espère pour eux, ont acquis un bien. Deuxièmement, si vous avez plusieurs enfants, ils ne vont pas forcément venir. Je citerai un troisième élément et puis un quatrième et j'en terminerai là. 23% des demandes de démembrement viager que nous avons sous cette forme-là sont faites par les enfants. Parce qu'ils préfèrent vous voir avec des disponibilités pour vivre sereinement votre retraite, voire leur en transmettre un petit peu, parce qu'ils en ont plus besoin maintenant que dans 20 ans pour les enfants, petits-enfants. 23% des demandes, une demande sur 4 vient des enfants, y compris dans les familles recomposées. Et j'ajoute le dernier élément qui nous vient des notaires, 90% des biens qui rentrent en succession familiale sont vendus dans l'année. Je vous laisse y réfléchir. Merci Eric Guillaume. Je vous remercie. Nous allons maintenant évoquer une autre facette de la transmission, celle de la générosité, de la philanthropie, avec Aurélie Rose, Nora Billet. Aurélie, vous êtes responsable de la philanthropie au Secours catholique. Excusez-moi, Aurélie. Et vous, Nora, vous êtes responsable de la promotion des legs, de l'assurance vie et des donations. Vous êtes donc toutes les deux en lien avec les bienfaiteurs de l'association qui fête cette année ses 72 ans. Exactement. 72 ans, donc au soutien des personnes les plus fragiles, les plus précaires. Exactement.
Donc, je suis Aurélie Rose, je suis responsable philanthropie au Secours catholique aux côtés de Nora. Le Secours catholique est une association qui existe depuis près de 70 ans, qui agit auprès des plus fragiles, des plus pauvres, en France et à l'international. Donc ça représente plus d'1,5 million de personnes en France, plus de 3 millions à l'international dans plus de 72 pays. Et nous avons un maillage en fait, de terrain qui est extrêmement important. Nous avons près de 1200 lieux d'accueil, ce qui fait que nous avons une cartographie vraiment complète de toutes les pauvretés. Donc moi, je travaille dans un département qui est dédié à la générosité, à la philanthropie, un mot un peu barbare, mais qui signifie vraiment la générosité, le projet de générosité que nos bienfaiteurs ont pour l'association et pour la cause qu'ils défendent. Notre équipe se compose de juristes, de personnes qui vont vous aider à construire un projet de générosité de votre vivant, mais aussi au moment de votre transmission et dans la transmission de vos valeurs. Au Secours catholique, les legs représentent près de 30% de nos ressources, ce qui est non négligeable et ce qui nous permet surtout d'agir sur le long terme auprès et avec les plus fragiles. Alors, je vous disais le mot philanthropie parce que, je vais vous le dire franchement, vous n'avez pas besoin d'être Bill Gates ou Warren Buffett pour être philanthrope, pour donner du sens à votre patrimoine. On le voit en France, on a près de 60% en fait, des Français qui sont donateurs, qui sont investis, qui ont une cause en fait, qui leur parle. Donc, de manière générale, les Français sont très généreux. Donc, ce sens, il est déjà présent tout au long de votre vie. Ce qui est important dans ce projet en fait, de transmission, c'est que vous pouvez, et toujours garder en tête, que vous pouvez allier fiscalité et générosité dans ce projet. De votre vivant, nous on le voit, la fiscalité du don est malgré tout très avantageuse. Nous avons jusqu'à 75%, 66% de déduction du don sur l'impôt sur le revenu. L'IFI, vous avez également la possibilité de faire des donations, de donner aussi le fruit d'un bien à une association pour poursuivre un projet. Il existe vraiment une multitude, tout un panel pour vous accompagner sur une cause que vous souhaitez soutenir, un projet que vous souhaitez soutenir particulièrement de votre région, de votre région que vous souhaitez de manière plus générale. Quand vous parliez justement d'être maître de son patrimoine, c'est très intéressant parce que nous, on aime aussi transmettre à nos bienfaiteurs cette idée que vous pouvez être aussi maître de votre transmission et de la valeur de votre transmission. Nous insistons beaucoup avec notre équipe et avec les bienfaiteurs que nous rencontrons quand ils ont ce projet de partager en fait, ces valeurs à travers leur transmission, de leur expliquer qu'il est possible de transmettre une partie de son patrimoine sans mettre en danger ses héritiers. Ça, c'est très important et on irait même plus loin. C'est que nous voulons même associer en fait, les proches à ce projet de transmission. Je vais vous donner un exemple, un cas un peu concret. Il est possible de réaliser des dons sur succession pour les associations, en sachant que vous êtes complètement exonéré de frais de droits de succession. Ce qui vous permet, dans le cas où vous recevez un héritage d'un proche, vous connaissez son implication, vous savez son attachement et son valeur, de poursuivre ses valeurs et tout le sens qu'il donnait à sa vie à travers ce don. Et enfin, j'irai même un peu plus loin dans justement tous ces projets qu'on peut proposer à nos différents bienfaiteurs. Nora vous parlera un peu plus de la préparation en fait, de la transmission. C'est qu'il est également possible, Eric le disait, quand vous avez un bien qui est vendu, dans le cadre par exemple d'un viager, vous vous retrouvez avec une somme d'argent relativement importante. Si vous souhaitez vous assurer que ces valeurs sont importantes pour vous et que vous souhaitez les transmettre au même titre que du cash, vous pouvez créer une fondation familiale. Et ça, c'est un peu l'organe philanthropique le plus complet, ce qui vous permet d'avoir vraiment un organe philanthropique qui va vous permettre de transmettre à vos enfants vos valeurs, d'avoir des projets particuliers que vous pouvez soutenir et auxquels vous associez votre famille, vos proches, vos amis. Et vraiment, ce qui est très important pour nous dans cette dimension-là, et ce qu'on fait beaucoup au Secours catholique, c'est qu'on essaye d'associer au maximum l'ensemble des proches à cette démarche. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut se rencontrer. Il faut rencontrer l'association qu'on souhaite soutenir. Il faut éventuellement la rencontrer avec ses enfants. Il faut en faire un projet un peu familial.
Exactement, exactement. Cette transmission, elle peut se partager. Je pense qu'on a beaucoup de personnes qui sont bénévoles, qui ont ce projet de léguer au Secours catholique, ou qui ont connu des situations où voilà, ils ont été sur le terrain, elles ont vu des actions de pauvreté, elles ont vu les changements aussi apportés grâce à l'aide du Secours catholique, et qui souhaitent aller plus loin en associant aussi leurs enfants, car pour eux, c'est au même niveau qu'un bien. C'est du sens, et on oublie parfois cette dimension-là qui est extrêmement importante, de rappeler à ces enfants que la vie qu'on a passée, on leur a appris des choses, et cette transmission de valeurs, elle se fait aussi à travers la transmission, à travers le don, et notamment à travers le legs dont Nora vous parlera un peu plus. Absolument. Nora, vous prenez le micro. Nora va maintenant parler et rentrer dans le vif en tout cas dans le dur, on va dire, avec les outils de la philanthropie à disposition pour transmettre. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, on parle de valeurs et de transmission de valeurs. Aurélie en a déjà parlé. Moi, quand j'entends le mot transmission, j'entends le mot partage. On en a déjà parlé, hein, que ce soit pour le viager avec Virage Viager, ou que ce soit pour soutenir une cause, une œuvre caritative. En termes de valeurs et de transmission, effectivement, on peut le faire de son vivant. On peut aussi le faire au-delà, à travers la transmission de ses valeurs, de son patrimoine. Et cette transmission peut se faire auprès de proches, auprès de sa famille, mais peut également se faire à l'attention d'une œuvre caritative, comme le Secours catholique, qui est une association reconnue d'utilité publique et qui, à ce titre, est exonérée totalement de droits de succession et de mutation lorsqu'elle reçoit une libéralité, à savoir un legs, une assurance vie ou une donation. Quelque chose d'important, en l'absence de dispositions telles que le testament ou l'assurance vie, le patrimoine du défunt revient aux héritiers prévus par le Code civil. Alors, qui sont ces héritiers prévus par le Code civil? Si vous avez des enfants et ou un conjoint, il faut savoir qu'une part leur est réservée. On l'appelle la part réservataire. Elle leur revient obligatoirement et de droit. Néanmoins, vous disposez d'une quotité disponible. Et du coup, cette part, vous en disposez comme vous le souhaitez. Vous pouvez gratifier vos enfants ou votre conjoint de cette quotité disponible, mais vous pouvez également gratifier d'autres proches, une association, une fondation. Si vous êtes célibataire sans enfant, vous pouvez faire ce que vous souhaitez de votre patrimoine. Vous pouvez le léguer à qui vous le souhaitez, que ce soit une personne physique ou une personne morale. On se pose régulièrement la question, on a des bienfaiteurs qui nous posent la question justement de qui sont ces héritiers réservataires, et se pose la question des neveux et des nièces. Alors sachez que les neveux et les nièces ne sont pas héritiers réservataires, et que si vous souhaitez les gratifier, leur transmettre quelque chose, il faut que vous le mettiez sur votre testament. Très important. J'aimerais revenir un petit peu sur l'assurance vie, qui est un placement financier qui permet d'épargner à son rythme ou de faire fructifier un capital. Ça, on le sait, c'est de notoriété publique. Et d'ailleurs, c'est un placement qui est très, très affectionné par les Français. Mais on sait très peu que c'est un outil également de transmission de patrimoine. Oui, alors on a un peu tendance effectivement à cocher la case qui est proposée sur le contrat d'assurance, et de mettre mon conjoint à défaut, mes enfants à défaut, mes héritiers. C'est vrai que nous, en particulier, on insiste beaucoup sur l'optimisation de sa clause bénéficiaire, et on oublie très souvent qu'on peut mettre une somme d'argent ou une fraction et désigner, pourquoi pas effectivement, une association comme bénéficiaire. Oui, effectivement. On est vraiment libre des bénéficiaires du contrat d'assurance vie. Et comme vous le disiez, Frédéric, il faut être très attentif à la rédaction de la clause bénéficiaire pour s'assurer que là où les personnes physiques ou morales que l'on souhaite gratifier puissent bien recevoir ces sommes-là. Et du coup, on l'indique dans la clause bénéficiaire. On peut également l'ajouter dans son testament qu'un contrat d'assurance vie, un ou plusieurs d'ailleurs, ont été souscrits auprès de telle banque ou de tel assureur pour s'assurer qu'on le retrouve bien. D'expérience, deux choses. Bien s'assurer qu'on précise bien quelle est l'association qui va bénéficier, parce qu'il y a des assureurs qui bloquent
en tout cas qui bloquait le versement des capitaux, même quand l'association est très bien identifiée, au motif qu'on n'a pas son adresse, qu'on n'est pas sûr que c'est pas l'antenne de, enfin voilà. Donc vraiment, voyez avec l'association que vous voulez gratifier comment la désigner. Et puis surtout, bien vérifier qu'il n'y ait pas de contradiction dans les termes utilisés, notamment dans le testament, et pas de contradiction entre la clause bénéficiaire de l'assurance vie et votre testament. Faites vraiment le testament, il faut se faire accompagner par un notaire, c'est compliqué à faire seul, surtout quand on veut gratifier comme ça plusieurs personnes. Il ne faut pas que ce soit contradictoire. Oui, effectivement. Et on parlait de partage et de projet familial. C'est important de parler de cela avec sa famille, avec ses proches. Il nous est arrivé assez régulièrement que des proches de défunts nous envoient un courrier ou nous appellent pour s'assurer que la banque ou l'assurance nous avait bien notifié que nous étions bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. Voilà, donc ça permet effectivement à la famille d'être concernée, d'être acteur de la transmission, et puis, comme on le disait aussi tout à l'heure, de comprendre la démarche tout simplement de la personne qui souhaite transmettre une partie de son patrimoine à une cause caritative, et puis aussi de pouvoir préserver le climat familial qui était celui avant le décès de la personne. Concernant le legs, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je vois qu'on avance un peu en termes de temps. Vous avez encore 5 grosses minutes. Oui, c'est très bien. Moi, je voulais vraiment insister sur quelque chose de très important pour nous au Secours catholique et aussi plus largement pour les associations et les fondations qui ont un département philanthropique. Aurélie le disait tout à l'heure, c'est l'accompagnement, le partage et la discussion. Notre département philanthropie au Secours catholique est composé de 17 personnes. 17 personnes, dont 12 personnes dédiées au legs, assurance vie, donation. Et parmi ces personnes, il y a des notaires qui sont experts dans les libéralités, qui peuvent répondre aux questions de nos bienfaiteurs, qui se posent des questions, quel que soit le cheminement de leur projet de transmission. Et nous avons également une personne dans notre équipe qui est dédiée spécialement à la relation avec nos bienfaiteurs. C'est-à-dire que si vous avez une question sur une assurance vie, sur le legs ou la donation, elle est là pour répondre à vos questions. Elle vous envoie la documentation, elle vous reçoit, elle vous appelle. Voilà, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. Et puis elle est en relation avec nous juristes, avec Aurélie, avec moi. Et on rencontre vraiment tous les bienfaiteurs qui se posent des questions par rapport à leur transmission et pour pouvoir soutenir une œuvre caritative. Est-ce que, une petite question, quand on est un couple et qu'on souhaite transmettre à terme son patrimoine, comment on fait? On vient vous voir à deux en couple et puis on fait confiance à son conjoint pour qu'il transmette à son tour à l'association? Alors la confiance, c'est effectivement très, très important. Alors petit rappel, un testament, c'est une personne par testament. Donc, oui, on ne rédige pas à deux. Voilà, on ne le rédige pas à deux. Je ne vais pas avec mon conjoint co-signer notre testament. C'est vraiment, je signe mon propre testament et mon conjoint le fait également de son côté. Si le projet de transmission à une œuvre caritative est partagé par les deux conjoints, le conseil qu'on peut donner, c'est d'instituer légataire universel son conjoint et de préciser qu'en cas de prédécès, c'est l'association ou la fondation choisie par le conjoint qui sera légataire universel. Voilà. C'est une façon effectivement de pouvoir anticiper et de faire en sorte que les volontés des deux conjoints seront bien respectées. Est-ce que vous pouvez nous dire également 2 mots, puisqu'il reste encore un petit peu de temps, 2 mots sur les legs avec charge, lorsque on transmet à l'association, à charge pour elle, éventuellement, de reverser une partie du leg qu'elle a reçu, et dans quelles limites peut-être, parce que il y a des limites bien sûr, et quel type de charge on peut éventuellement prévoir? Alors effectivement, dans son projet de transmission et de générosité auprès d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, il est
tout à fait possible d'instituer légataire universel cette structure et de lui demander de délivrer des legs particuliers à des proches. C'est une chose tout à fait possible. Ce qui est intéressant d'un point de vue fiscal par rapport aux droits de succession et de mutation, c'est que le proche qui se verra délivrer le legs particulier n'aura pas à payer, justement, merci d'avoir changé la slide, à régler les droits de succession et de donation. Voilà. C'est l'association qui s'en chargera et sur le montant que la personne recevra. Voilà, peut-être un petit mot quand même sur les dons et sur les réductions d'impôts. Je sais que ce matin, il y a une conférence où on a déjà évoqué la question, mais peut-être que tout le monde n'était pas si matinal. Pour rappeler par rapport au prélèvement, effectivement, par rapport au prélèvement à la source. Alors effectivement, c'est une question que nous avons régulièrement et quand nous accompagnons les bienfaiteurs concernant le prélèvement à la source. Déjà, les associations ont subi aujourd'hui une véritable baisse qui est entre 60-70% de baisse de ressources suite au changement d'ISF à l'IFI. Et également en ce moment une sorte d'attentisme de la part des contribuables qui se posent la question de voilà, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, est-ce que voilà, je ne suis pas sûre. Le message que je peux vraiment vous transmettre, c'est ne changez rien pour 2 raisons. La première, c'est que les associations comptent sur vous pour avancer. Si vous n'êtes pas là, nos projets ne peuvent pas exister. La deuxième raison, et elle est beaucoup plus fiscale cette fois, c'est que le prélèvement à la source, voilà, sera maintenant, vous allez être taxé tous les mois sur vos revenus. Les dons restent en décalé. Ce qui fait que cette année, en début 2019, le Premier ministre nous a annoncé qu'il y aurait un acompte de 60% sur les dons qui vont être annoncés. Si vous ne faites pas de dons en 2018, vous allez donc recevoir un acompte pour des dons qui ont été réalisés sur 2017. Ce qui fait que vous allez devoir rembourser cet acompte en septembre 2019 et vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'aurez pas d'acompte en 2020, puisque vous n'aurez pas réalisé de dons en 2017. Donc c'est très important de garder 2019. C'est très important de garder en tête cette idée que le don n'est pas impacté par ce changement de fiscalité. On a eu un geste du Premier ministre concernant cet acompte pour essayer d'alléger au maximum les contribuables pour qu'ils puissent continuer à donner. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de garder en fait une ligne et de ne pas céder en fait à l'attentisme qu'on pourrait avoir. Oui, parce que 60% d'acompte versé au 15 janvier, pardon, 15 janvier. Et le solde en septembre, ça, pour le coup, il n'y a plus d'avance de trésorerie. Voilà, vous avez une avance non négligeable de trésorerie et le message à envoyer, c'est aussi que pour l'ensemble des associations que vous soutenez, et cette question de sens, c'est très important. Nous, ça nous permet d'avoir une stabilité et de continuer à aider au Secours catholique, d'aider les 1,5 million de personnes que nous accueillons en France. Et les dates, donc 31 décembre pour la réduction d'impôt sur le revenu. Exactement. Voilà. Et pour l'impôt sur la fortune immobilière jusqu'au... Alors, pour l'impôt sur la fortune immobilière, on est jusqu'au 15 juin. Alors, cette année était un peu exceptionnelle. Oui. Les dates de cette année ont été un peu modifiées, étant donné que l'ISF s'est transformé en IFI. On a eu même un décalage, en fait, jusqu'à mi-juillet, début septembre, même, pour une partie du contribuable. Nous ne savons pas si cette année, nous allons rester sur les mêmes dates. C'est l'inconvénient, en fait, de ces changements, en fait, fiscalité qui perturbent un peu le calendrier de l'ensemble des contribuables, mais également pour nous aussi, en termes de ressources, mais nous resterons quand même, a priori l'IFI a été confirmé, donc resterons l'IFI. Jusqu'à 31 décembre pour l'impôt sur le revenu. Mais les dons hier, donc impôt sur le revenu, restent identiques, en sachant que vous pouvez déduire 75% de votre don jusqu'à 531 € et qu'ensuite vous passez à 66%, une déduction qui est en Europe une des plus importantes, et ce qui fait que France, nous avons un contribuable extrêmement généreux et dont on vous remercie infiniment, bien entendu. Et sur le fond de l'IFI, on suit évidemment la question de très près et nous vous tiendrons au courant de
de toutes les dates dès qu'on aura des précisions et que les lois de finances notamment auront été adoptées. Si vous avez juste quelques questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir nous voir sur nos stands, Nora, moi-même, ainsi que l'équipe de juristes, la responsable de l'unité, Cécile Colson, Corinne Goret, qui s'occupe de la relation avec les testateurs, sont prêts à répondre à vos questions. Et voilà, je pense qu'Éric aussi, n'hésitez pas à aller le consulter sur le stand. On va peut-être laisser un peu de temps si vous avez des questions. Voilà, absolument, vous avez des questions. Je vais passer dans la salle et puis je vous laisserai répondre. Hop, je vous laisse, Éric. Je vous laisse gérer le micro. Ah, parfait, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir sur vos tableaux, monsieur, s'il vous plaît? Il y a une ligne que je n'ai pas comprise. Vous avez parlé de revenus supplémentaires. Voilà. Tout à fait en bas. Capital complémentaire, qu'est-ce que ça Alors, recouvre? le capital complémentaire, c'est dans l'hypothèse, on est sur monsieur Jean, il perçoit immédiatement 509 000 euros. Vous voyez qu'on a enlevé de sa valeur de bien 211 000. Mais on lui a enlevé parce qu'on a estimé qu'il allait rester environ 12 ans chez lui. S'il décidait de partir au bout de 8 ans, volontairement ou pas, on va reverser 8/12e. C'est ce qui est le capital complémentaire qui est versé une seule fois. Monsieur, madame, monsieur. Il y avait 5, 6. Bonjour. Vous n'avez pas parlé de questionnaire médical. Est-ce que dans la valeur d'usage, il est prévu un questionnaire médical ou voire une visite médicale dans l'établissement de la valeur qui est versée? Parce que il y a l'espérance de vie, mais l'espérance de vie est aussi fonction de l'état de santé de la personne. Alors, nous sommes sur un régime mutualisé. Mutualisation veut dire gestion des risques collectifs. Ça veut dire qu'il n'y a aucun questionnaire médical sur l'espèce. Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pris individuellement, c'est certainement faux. Pris collectivement, statistiquement, dans la loi des grands nombres, c'est une loi des grands nombres qui fonctionne. Donc, il n'y a pas de questionnaire médical dans l'évaluation du bien. On ne pourrait pas le faire. C'est très important par rapport au viager personnel. C'est un argument qui, je crois... Il est évident que dans le viager personnel, l'acheteur parie sur le décès du vendeur, mais c'est le côté morbide que nous avons voulu enlever dans ce schéma, bien évidemment. Les assureurs dans l'établissement des rentes, à partir de 75 ans, par exemple, je dis ça au hasard, tiennent compte beaucoup de cet aspect-là, parce que bien sûr. Les prêts aussi. Bien sûr, donc là, il n'y a pas de questionnaire médical à l'acquisition, enfin au départ, et il n'y en a pas non plus, effectivement, après, parce qu'il n'y a pas de rente. Bonjour. Est-ce que je peux vendre en viager mutualisé un appartement que je possède mais que je n'habite pas et qui est en location? Oui, vous pouvez, mais je dirais, alors, il est en location. Vous avez les fruits de la location, d'accord? Ça veut dire que là, vous devez être dans une notion d'usufruit, non pas une notion d'usage, parce que vous voyez, c'est déjà option. Donc là, ça va limiter le nombre d'acquéreurs en toute franchise, parce que celui qui a la jouissance du bien, s'il a 65 ans ou plus de 65 ans et qu'il a un droit au maintien dans les lieux, l'investisseur, il ne sait pas où ça va le conduire. Autant votre espérance de vie, c'est à peu près statistiquement où ça va le conduire, mais la personne à qui vous avez loué, on ne sait pas du tout où ça va le conduire. Dans les équilibres, c'est compliqué, première chose. Si ensuite, la question est dit, le bien devient libre, est-ce que j'ai intérêt à vendre en viager un bien libre, c'est-à-dire je ne l'habite pas, là je dirais à tout le monde très clairement, un viager libre, il y en a très peu, il y en a moins de 1% en France, sur l'ensemble des viagers qui, eux, représentent même moins de 1% des transactions immobilières. Un viager libre, c'est vous qui faites un crédit vendeur à l'acheteur, parce que vous allez vendre pratiquement le même prix, vu qu'il va pouvoir le relouer, et il y a très peu de décote, parce que vous ne l'occupez pas. Et comme il y a très peu de décote, un viager libre, vous allez pouvoir le vendre pratiquement le même prix, mais un peu moins quand même, que si vous partiez. Mais si vous ne l'occupez pas, pourquoi vous ne vendez pas directement? Vous aurez 100% du prix. D'autant plus que si vous faites un viager classique, un viager libre, c'est un viager classique, vous allez compter sur ce que l'acheteur vous perd des rentes. Donc, le risque de défaut de paiement, c'est vous qui allez vous le porter. C'est-à-dire qu'en un mot, vous faites un crédit vendeur. En viager libre, vous vous mettez comme une sorte de vendeur d'un bien dont vous faites crédit
à l'acheteur, sans intérêt, je ne pense pas que vous soyez banquier. Enfin, c'est un autre métier. Vous voyez, c'est un autre métier. Donc le viager libre, j'oserais dire, et je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, mais autant que je peux le comprendre pour un acheteur, autant pour un vendeur, je ne comprends pas l'intérêt de faire un viager libre, sauf à ce que son bien soit absolument pas vendable. Mais ça, c'est un autre sujet. Juste 30 secondes, madame. Si vous, que tout le monde entende bien votre question. Merci. Merci. Je vais répéter ma question. Je voudrais connaître la finalité des biens hérités par le Secours catholique. Alors, dans, on va dire 99% des cas, nous revendons les biens, ce qui nous permet d'avoir une trésorerie qui nous permet donc de financer les projets. Nous avons quelques cas vraiment exceptionnels, notamment dans les cas de dons sur succession, où on a eu un cas par exemple où un local nous a permis de réaliser un projet. Ce qu'on appelle une maison en fait de famille avec des puéricultrices qui accueillent en fait des familles monoparentales. C'est un cas exceptionnel car en fait nous souhaitions avoir ce projet dans une ville en question, ce qui fait que la personne qui souhaitait léguer son bien était dans la ville et le local correspondait parfaitement à ce besoin-là. Ça reste malgré tout extrêmement exceptionnel, et je le redis, parce que pour nous, cela demande un énorme traitement. Et nous n'avons pas forcément une vision immédiate de l'ensemble des projets qui sont réalisés sur notre territoire, ce qui fait que ce genre de cas se travaille, et c'est pour ça qu'il faut en discuter avec la chargée de relations avec les testateurs, qui va évaluer ensemble si le projet est intéressant pour nous, et surtout de mettre l'accent sur le fait que la vente du bien nous permet de réaliser plus d'actions finalement que d'utiliser le bien en lui-même sur des projets. Merci. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à Monsieur Guillaume. Vous dites nu propriétaire, c'est exact, mais vous avez quand même parlé de l'usufruitier, tout en précisant qu'il avait l'usus et pas le fructus. Alors j'ai deux questions. Que devient le fructus? Il tombe dans le néant. Et dans le cas assez courant où le vendeur ou la vendeuse va en maison de retraite, le logement n'est pas louable, n'est pas loué s'il n'y a pas le fructus. Alors il reste vide, ça me paraît une mauvaise gestion. Alors très bien, alors, on est dans le petit point du fructus qui est calculé financièrement, qui est mis dans l'acte notarié comme revenant la propriété du nu propriétaire au décès. En attendant, effectivement, il n'est nulle part parce qu'il n'est pas évalué. On est d'accord avec vous, vu qu'il n'est pas dans l'usufruit proprement dit, il est nulle part, vous avez parfaitement raison, au décès, et ça c'est dans l'acte notarié. C'est tout à fait une spécificité, et c'est pour ça que d'ailleurs, je vous l'ai bien dit, on n'est même pas d'ailleurs dans un démembrement classique, vous avez parfaitement raison, on est sur une vente au comptant avec réserve de droit d'usage. Vous voyez, on est allé chercher juridiquement des éléments très très pointus dans les actes notariés. Mais pour la deuxième question, c'est vous qui avez le fructus si la personne s'en va, non? Alors, pardon. Quand la personne s'en va, il y a effectivement reconsolidation à ce moment-là de l'usus et du fructus, qui globalement rajouté à la nue propriété qui est de fait tombée parce qu'il y a un départ, la pleine propriété revient de fait au jour du décès ou du départ volontaire, revient de fait à l'investisseur d'origine qui a vocation aussi à revendre le bien pour assurer sa capitalisation. Ah, le fructus vous revient en cas de départ? Ouais. Ah oui, vous êtes gagnant là. C'est ce qui permet effectivement de reconsolider pour la vente. Alors, dans le cas où le fructus peut être, alors on est sur des trucs pointus, mais doit être évalué, on est dans le cas de l'usufruit, mais dans le cas de l'usufruit, il n'y a pas de capital complémentaire si vous partez avant, bien évidemment. Ce qui est logique. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'on peut disposer de la conférence concernant le viager mutualisé,
ou est-ce qu'il sera édité dans le particulier? Je pense qu'on refera sans aucun doute un point sur toutes les solutions patrimoniales, effectivement, pour quand on dispose d'immobilier qui a beaucoup de valeur ou qui a de la valeur. Et on parlera du viager mutualisé dans le particulier. Sur l'acte du colloque, sur l'acte des rencontres, je ne sais pas. Je vais me renseigner, je vais vous répondre. Et au niveau de la... On ne peut pas la voir ici. Alors, vous aurez de toute façon accès aux vidéos, quoi qu'il arrive. Et après, laissez-moi vos noms, laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Et puis, je vais militer pour que nous vous transférions... La conférence était très intéressante, mais on aimerait bien avoir un support. Bien sûr. Absolument. Ah, mais les slides, on pourra les mettre à disposition avec l'accord de nos participants. Voilà. Donc, oui, bien sûr. Ma deuxième question concerne les dons. Le don manuel, il est proportionnel, d'après ce que j'ai compris, par rapport à la valeur du patrimoine. Mais je ne sais pas ce qu'on peut donner à sa petite fille pour Noël ou pour son bac. Est-ce que ça représente 1%, 2%, 10%? Il n'y a pas de règle, monsieur. Oui, mais en fait, où est la limite raisonnable? Le présent d'usage, la définition du présent d'usage, c'est-à-dire la possibilité effectivement de faire un beau cadeau à ses petits-enfants quand ils ont leur bac, quand ils passent leur permis. C'est en fonction... ou peu importe, ou Noël, absolument. Le principe, c'est qu'il ne faut pas s'appauvrir. Donc, c'est apprécié au cas par cas. Ça peut être un très beau tableau, ça peut être 100 000 €, une très belle voiture si vous êtes très fortuné. C'est l'idée que, en fait, vous ne vous appauvrissez pas et qu'il y a une occasion qui justifie ce don. Voilà. Après, c'est malheureusement au cas par cas. Mais c'est vraiment l'idée que quand on fait une donation, quelque part, on s'appauvrit. Voilà, qu'il y a une intention libérale et qu'on s'appauvrit. C'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas... L'administration fiscale s'est bien gardée, évidemment, de dire vous pouvez donner 1%, vous pouvez donner 10%. Voilà ce qui est raisonnable. Désolée. Merci. Si je peux me permettre, sur des cas d'espèces qu'on a vu récemment, ça se prépare, monsieur. Nous avons eu une retraitée de 81 ans qui n'avait absolument pas d'héritier il y a quelques mois, qui avait un très bel appartement sur un côté d'un pont parisien vue sur la Seine et qui avait un objectif et qui est venue nous voir, je crois que ça devait être au 1er septembre, et qui a dit « Je veux bien tout de suite faire un viager mutualisé avec vous, à une condition, c'est que l'acte notarié soit fait avant le 31 décembre. » Alors, vous voyez, sur une durée courte, alors il n'y a pas de DIA à Paris, donc c'est assez, il n'y a pas de droit de préemption, on les connaît préalablement, donc, mais il fallait aller très vite. Et l'intérêt, là encore, d'un viager mutualisé, c'est comme on a déjà les acheteurs. Donc, si on prend les biens dans le portefeuille, c'est qu'on a des acheteurs, c'est qu'on a les fonds, on ne va pas chercher un particulier. On a dit, bah oui, on va essayer de regarder, mais pourquoi vous voulez le faire avant le 31 décembre? C'est que madame avait une liste de gens à qui elle voulait faire des cadeaux à Noël, proches d'elle. Je ne citerai pas plus, vous comprendrez, mais elle a eu plus de 800 000 € quand même en capital immédiat. Conséquent sur un bel appartement. Elle avait sa liste de bénéficiaires.